Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Il était marié, père de 4 enfants, l'employé de France Télécom qui s'est suicidé en s'immolant par le feu sur le parking de l'entreprise à Bordeaux avait souvent changé de poste, précise ce soir les syndicalistes. Une enquête sera menée pour faire toute la lumière sur ce geste, prévient la direction. La crise politique a été évitée en Europe. Paris et Rome ne demandent pas une suspension de la convention de Schengen, mais des modifications du traité pour contrôler les flux migratoires. Bruxelles y répond favorablement et annonce des propositions à venir. Mais en attendant, la situation des migrants tunisiens inquiète les associations. Les socialistes dénoncent l'irresponsabilité de la France. Débat à suivre dans ce journal. Face à l'annonce de Luc Châtel de fermer 1500 classes de primaire à la saison prochaine, Ségolène Royal lance un appel ce soir à la résistance. Réaction immédiate aussi du principal syndicat du primaire qui dénonce une rupture sans précédent. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Incompréhension et colère, les sentiments se mêlent ce soir après l'immolation d'un salarié de France Télécom sur le site de Mérignac, près de Bordeaux. Et malgré quelques améliorations quant à la pénibilité du travail, les responsables syndicaux pointent du doigt une situation toujours difficile au sein de l'entreprise. La direction de France Télécom annonce qu'une enquête sera menée pour faire toute la lumière sur ce suicide. Alexandra Colino. Des traces de fumée le long d'un mur sur le parking de l'entreprise. Quelques fleurs déposées en hommage. L'homme de 57 ans, salarié de France Télécom, s'est immolé peu avant 8 h ce matin. Il travaillait dans l'entreprise depuis 30 ans et vivait mal une mobilité imposée. La direction assure qu'une enquête sera diligentée. Mais pour certains salariés, les causes sont évidentes. C'est un message très fort qu'il voulait nous faire passer. Je suis en plein désarroi. Je pense qu'il y a un cynisme qui est induit. Je veux dire, on essaye de faire de la politique de bonne figure. Un acte auquel France Télécom est tristement habitué. Entre 2008 et 2009, le groupe a connu une grave crise. 35 salariés se sont suicidés durant cette période. Les techniques de management ont alors été mises en cause. En mars 2010, Didier Lombard a dû céder sa place à son numéro 2, Stéphane Richard. Mais si la direction a changé, le malaise des salariés reste présent. Le ministre de l'Éducation, Luc Châtel, confirme la fermeture de 1500 classes de primaire à la saison prochaine. Le principal syndicat du primaire avait vu juste quant au nombre de fermetures. Et ce soir, la socialiste Ségolène Royal lance un appel à la résistance et encourage les occupations d'écoles pour éviter leur fermeture. Tous les détails avec Patrick Jean-Pierre. Cette annonce de fermeture de classe dans le primaire à la prochaine rentrée sonne pour le monde de l'éducation comme un coup de grâce. Et pourtant, le ministre de l'Éducation nationale, droit dans ses bottes, reste ferme et déterminé. 9000 postes d'instit supprimés, 4900 élèves de primaire et de maternelle attendus en plus, 1500 classes supprimées. L'équation se tient. Il n'y a pas de problème dans l'équation dans la mesure où il y a aujourd'hui plus de professeurs et moins d'élèves dans le système éducatif qu'il y a 15 ans. Et est-ce qu'en 15 ans, ces efforts nous ont permis d'obtenir de meilleurs résultats? La réponse est non. Une réponse qui ne satisfait pas l'ex-candidate du PS à la présidentielle de 2007. Ségolène Royal, coutumière du genre, assez discrète ces derniers temps, sort de son silence pour surfer sur la vague contestataire du jour. Accompagnée du député Jean-Marie Le Guen, un fidèle de DSK, l'affiche est sur mesure pour mener campagne contre les suppressions de postes et de classes dans l'enseignement. Aujourd'hui, avec les coupes sombres qui sont portées, les coups qui sont portés contre l'école de la République, eh bien les parents sont très inquiets parce qu'ils savent que leurs enfants n'ont plus de chance égale de réussir à l'école. La question de l'éducation était au centre d'une table ronde aujourd'hui au Sénat, l'occasion pour les membres de la mission sur l'organisation territoriale du système scolaire de réagir également aux propos du ministre. Ce n'est pas le nombre d'élèves par classe qui compte, et surtout pas à travers la moyenne, mais qu'il faut regarder les situations locales, qu'il faut regarder les situations dans les quartiers en difficulté, qu'il faut regarder la situation sociale des enfants. À quelques mois de la présidentielle de 2012, l'éducation devient de plus en plus un thème majeur de la prochaine campagne. Et après des relations plutôt fraîches ces dernières semaines, le temps est au réchauffement entre Paris et Rome. D'une même voix, le président français et le chef du gouvernement italien ont demandé non pas une suspension, mais des modifications du traité de Schengen pour renforcer le contrôle des flux migratoires. Bruxelles y répond favorablement et annonce des propositions à venir. Élisée Cardi. Fini les divisions et les renvois d'ascenseurs entre Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi, c'est l'union retrouvée.
Les deux hommes se sont mis d'accord sur la question des migrants tunisiens. Ils annoncent avoir écrit ensemble et d'une même voix une lettre au président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Dans cette lettre, il y a des choses très simples. Nous demandons un renforcement du travail en commun, une évaluation commune de la situation, un échange des bonnes pratiques, le renforcement de Frontex. Mais dans cette lettre, il demande surtout à Bruxelles d'examiner la possibilité de rétablir temporairement le contrôle aux frontières intérieures des États membres dans certaines conditions exceptionnelles, soit une remise en cause des accords de Schengen. Schengen, c'est pas l'Europe passoire. Schengen, c'est la capacité que nous avons ensemble à assumer une liberté totale de circulation des personnes, à condition évidemment que cela se fasse dans les règles prévues. On va au-devant d'une revendication du Front National qui depuis tout temps a demandé à ce que soient suspendus les accords de Schengen. Donc tout ça pour moi ne me paraît pas très cohérent parce qu'il existe des dispositifs aujourd'hui pour réguler l'immigration. Il y a des accords aussi internationaux. Je crois que le gouvernement joue à l'apprenti sorcier et que tout cela n'est pas de bon augure. Selon un de ses porte-paroles, la Commission européenne a déjà décidé de redéfinir dans quel cas ces conditions exceptionnelles pourraient être appliquées. Des propositions devraient être faites le 4 mai prochain par la commissaire en charge de la sécurité. Et sur ce thème, nos invités ce soir, je vous les présente. Halima Boumediene-Thierry, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, sénatrice Europe Écologie Les Verts. Avec nous également la députée UMP de Seine-et-Marne, Chantal Brunel, bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, on l'a vu dans ce sujet, il n'a pas été question donc de suspendre le traité de libre circulation de Schengen, mais de modifications à apporter pour assurer un contrôle effectif des frontières. D'abord, votre avis, Halima Boumediene-Thierry. Vous savez, pour moi, tout cela correspond à une forme de gesticulation médiatique très grotesque, parce qu'on ne fait pas l'Europe avec 2 pays, l'Europe c'est 27 pays, que les accords de Schengen ont été décidés, ils ne sont pas à géométrie variable, il peut y avoir des situations exceptionnelles, ça c'est déjà connu en 2004 au moment de Davos. C'est ce qui se passe ? Des situations exceptionnelles, oui, mais une Europe forteresse, non. Et je trouve tout à fait inacceptable qu'aujourd'hui on réduise les accords de Schengen à une simple liberté de circulation, en oubliant tout l'aspect justice, sécurité, liberté, et en particulier on oublie les engagements que nous avons, c'est-à-dire l'asile et l'obligation de donner asile à des personnes qui sont en train de fuir la guerre. Chantal Brunel. Oui, attendez, on va rappeler, Schengen, c'est 95, ça a été une idée politique, de dire que l'Europe existait et de montrer aux 400 millions d'Européens qu'on allait circuler. Attendez, s'il vous plaît, madame, que je vous ai écouté, qu'on circulait librement, qu'on allait avoir la libre circulation des marchandises, et on ne s'est pas donné forcément des moyens pour faire marcher Schengen. D'ailleurs, Schengen, c'était relativement naïf. On a fait un passeport européen, on a fait un visa européen, et on a fait aussi, alors, on a dit qu'il y aurait des frontières européennes. Donc, le président de la République demande, en accord avec l'Italie, qu'on renforce Frontex et qu'on revoie l'article 2.2 du traité de Schengen, qui est la clause de sauvegarde. Donc, pour étendre cette clause, aujourd'hui, c'est les contrôles frontaliers nationaux dans le cas d'une menace de l'ordre public. Je vous ai bien écouté, là, j'ai l'impression que pour vous, Schengen était bancal, naïf, que tout n'allait pas. Non, Schengen a été... Non, c'est une réalité quotidienne. Si vous voulez, madame. On a fait Schengen... Vous citez l'article 2.2. Je m'excuse, j'ai été parlementaire au Parlement européen et l'article 2.2 ne peut être utilisé que lorsqu'il y a des problèmes de menaces graves à la sécurité. S'il vous plaît, attendez, madame. Précision de l'article 2.2. Bon, l'article 2.2, c'est-à-dire qu'on rétablit provisoirement pendant un mois des contrôles frontaliers nationaux si l'ordre public et la sécurité nationale l'exigent. Le président de la République française demande que rentre dans l'article 2.2 un État défaillant. Donc 20 000 personnes aujourd'hui, c'est une atteinte à la sécurité nationale. C'est un véritable problème de sécurité. Sur ce point, Chantal Brunel. Généreux. Je les partage avec vous. Moi aussi, j'ai envie. C'est une question de devoir de solidarité, madame. Non, madame. Mais c'est vrai que dans votre gouvernement, on fait de la solidarité indéniée. Stop, laissez-moi parler 2 minutes. S'il vous plaît. Il y a 2 types d'immigration. Il y a l'immigration clandestine, humanitaire,
que la France est un grand pays des droits de l'homme où nous accueillons tout le monde et nous n'avons pas de leçons à recevoir puisque nous avons étendu cette immigration illégale humanitaire à toutes les femmes victimes de violences étrangères à qui nous avons donné une ordonnance de protection et j'en ai été... on va pas revenir sur ce sujet. La réponse. Deuxièmement, il y a l'immigration illégale économique, c'est-à-dire des gens qui viennent pour travailler en France alors que leur vie n'est pas menacée dans leur pays. Allez, et nous n'avons pas toujours un toit ni un travail à donner à ces personnes. C'est pas une question de toit ou de travail, c'est une question de solidarité, madame. Mais c'est vrai que vous avez toujours considéré aujourd'hui, en tout cas plus qu'hier, que la solidarité est un délit chez vous. Eh bien, pas pour nous. Pour nous, la solidarité est un devoir. Bon, alors que proposez-vous? Madame Brunel, s'il vous plaît, que proposez-vous? Donc ces migrants tunisiens sont arrivés, ils ont un titre de séjour provisoire, que faut-il faire? Il faut relativiser les choses. Nous avons là 20 000 personnes qui arrivent en Europe. Ils ne vont pas rester en France, ils vont s'étendre sur 27 pays européens. Vous vous rendez compte, si vous regardez un petit peu aujourd'hui, la Tunisie reçoit plus de 200 000 personnes qui viennent de Libye fuir la guerre. Eux ont fait preuve de solidarité. Et nous, on n'est pas capable de faire preuve de solidarité. Mais c'est quand même assez honteux. La France a toujours fait preuve de solidarité. Non, mais dans ce cas précis, Chantal Brunel, pour ces migrants tunisiens, selon vous, que faut-il faire? Je répète, il y a deux cas d'immigration. Il y a l'immigration illégale économique que nous ne pouvons pas accueillir. On est là nous sur ne un sommes problème pas d'asile, capables, madame. S'il vous plaît. Attendez, il y a une réalité économique en France. Vous savez nous ne sommes pas capables de donner ni un toit, ni un travail déjà à l'ensemble des personnes qui vivent légalement sur notre territoire. Le vrai sujet, attendez madame, le vrai sujet, c'est d'aider ces pays, la Tunisie, avec des accords économiques, pour aider à intégrer ces gens qui veulent venir en France. Et les Français, il faut avoir le courage de dire... C'est l'aide au développement, madame. Est-ce que vous avez inscrit sur vos petites fiches qu'il existe Non, j'ai juste inscrit l'article 2.2. Voilà. Il n'y a pas besoin d'inscrire. On ne peut pas lui reprocher d'avoir des fiches, c'est pas grave. Est-ce que vous avez inscrit quand même qu'en 2001, en juillet 2001, la France et l'Europe a organisé ce qu'on appelle une directive de protection temporaire. Et que cette directive de protection temporaire permettait à des personnes d'arriver en Europe et d'être protégés temporairement. La clause de non-retour pour l'aide. Mais non, attendez, laissez-moi terminer. Je ne vous parle pas de clause de non-retour et de directive de retour. Je vous parle de la directive concernant la protection temporaire. La protection temporaire, c'est clair, c'est net. C'est une directive qui date de juillet 2001, madame. Cette protection temporaire permet de recevoir des personnes en demande d'asile, des réfugiés. Nous avons eu le cas des Tchétchènes. Nous avons eu le cas de plusieurs personnes. Nous avons accueilli beaucoup de gens du Kosovo. Nous avons eu des cas importants. Alors pourquoi aujourd'hui ça ne serait pas possible? Justement, il y a quelqu'un qui rejoint votre discours et qui dit qu'il y a beaucoup de gesticulation autour de cette question migratoire. Vous le connaissez bien, c'est le président d'honneur de MRC, Jean-Pierre Chevènement, sénateur. On va l'écouter sur ce sujet. Je pense qu'on exagère beaucoup et on tend à faire, pour des raisons électorales, des immigrés le problème central de la société française. Naturellement, il y a un malaise qui se cristallise sur l'immigration. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes qui se posent, bien entendu. Mais je pense qu'il y a quelque chose de malsain, de morbide dans cette focalisation absurde. Chantal Brunel, les propos sont durs, focalisation morbide, quelque chose de malsain, quelque chose d'absurde. Non, je crois qu'il y a une différence entre le bocal parisien et la réalité du terrain, la France d'en bas. Je veux dire, on ne peut pas continuer. Je veux dire, on a tous envie d'accueillir le maximum de personnes. Mais déjà aujourd'hui, on n'est pas capable de donner à tous ceux qui sont légalement en France un toit et un métier et un emploi. Mais si, madame, on ne peut pas. Mais même pour toutes les personnes qui sont légalement chez nous, la France a un énorme déficit. Les Français ne sont pas prêts à baisser le niveau de leurs prestations sociales pour accueillir tout l'ensemble. Mais vous considérez que les étrangers sont en train de prendre les indemnités, les allocations, le logement, le travail des étrangers. Mais non. Mais dites-le. C'est le discours du Front National. Mais non, madame. C'est vrai que vous vouliez les remettre sur un bateau. Mais non, mais absolument pas ça. En attendant, au-delà. Il y a eu une époque où on mettait les étrangers dans les trains, madame. Au-delà du choc des mots, il y avait quand même, je veux dire, focalisé
sur un problème. La Tunisie est un pays en voie de démocratie. Oui, donc les gens qui viennent en France ne sont pas là pour des raisons humanitaires. Et par contre, nous devons, effectivement, nous avons quand même 3 millions de chômeurs en France qui demandent effectivement à avoir un emploi. Non, absolument pas, madame. C'est exactement ce que dit le Front National. S'il vous plaît, pour faire avancer le débat, Alma, vous connaissez bien ces questions de migration. Vous étiez d'ailleurs en Tunisie, etc. Est-ce que vous vous rejoignez quand même sur un point qui est l'aide au développement de ces pays-là? La Tunisie, ça va de soi. L'aide au développement, c'est nécessaire, mais c'est pas seulement le développement économique, c'est le développement social, c'est le développement démocratique. Et aujourd'hui, ce développement démocratique fait qu'il y a on va dire, des victimes collatérales. Eh bien, nous sommes dans une situation où nous sommes obligés de recevoir et d'aider. On ne peut pas laisser à la porte, je veux dire, des personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations difficiles parce qu'il y a un processus démocratique. Ça voudrait dire que d'un côté, on voudrait aider le processus démocratique et de l'autre côté, on rejette tous ceux qui ont besoin de venir ici. Et parfois, vous savez, ce ne sont pas des simples migrants qui viennent s'installer et travailler. Madame Brunel, on va conclure. Je vais vous faire réagir cliché. Avec notre question, notre partenaire le Figaro.fr. La voici, elle concerne bien évidemment ce thème ce soir. Espace Schengen, faut-il rétablir les contrôles aux frontières? Oui, pour 80% des votants. Non, pour 18% des votants. D'abord, c'est absolument pas ce qu'a demandé le président de la République. Le président de la République a juste demandé le rétablissement. Mais non, on ne va pas refaire le débat. Le président de la des République a seulement demandé quelques modifications de l'article 2.2 de l'accord de Schengen. Quelques modifications, mais lesquelles? Quelques améliorations. Mais quelles améliorations? Il parle de contrôle aux frontières. Madame, j'ai encore lu la presse tout à l'heure avant de venir. Mais là, on l'a compris, vous n'êtes pas d'accord. Mais peut-être que vous allez vous rejoindre et puis vous retrouver dans une commission, puisqu'on précise que des parlementaires vont se pencher sur le fonctionnement du traité de Schengen, qui pourrait donc être remis en cause. On l'a compris, députés, sénateurs de la majorité et de l'opposition vont y participer. C'est l'annonce faite tout à l'heure par le président de la Commission des affaires européennes du Sénat, Jean Bizet, et son homologue à l'Assemblée. Dernière question. Vous en ferez partie, Madame Oudjen-Thierry? Je l'espère, parce que je ne souhaite surtout pas qu'on aille dans le sens du discours du Front National qui veut qu'on remette en cause, justement. Merci, mesdames. Restez avec nous. On continue à parler de ce sommet franco-italien, mais il n'a pas été seulement question d'immigration, mais aussi de guerre économique entre les deux pays qui n'aura pas lieu, finalement. Après l'annonce inattendue ce matin du groupe laitier français Lactalis de lancer une OPA, une offre publique d'achat sur l'italien Parmalat. Paris et Rome ont calmé le jeu. On écoute le président français et le chef du gouvernement italien. Sur l'économie, là encore, je voudrais dire à nos amis italiens, nous sommes le deuxième partenaire commercial l'un pour l'autre. Vous avez les meilleures PME et on a des grands groupes puissants. Donc il n'y a pas lieu de se faire une guerre entre les uns et les autres. Même dans l'affaire Lactalis Parmalat dont nous avons parlé, Lactalis est le premier acheteur de lait de Parmalat. Nous sommes condamnés à trouver une solution. Voilà, et ce sujet a occupé une grande partie de ce sommet. On va en parler avec Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a eu un tollé en Italie sur cette histoire, sur cette OPA? Comment vous l'expliquez? Parce que c'est dans toute une série d'autres affaires à peu près du même genre. Ça a commencé lorsqu'Air France a mis la main sur Alitalia, qui avait déjà provoqué un tollé en Italie. LVMH, qui récemment encore a mis la main sur Bulgari, qui était un joyau de l'industrie du luxe italienne. Auparavant, vous aviez eu PPR, Pinot, qui avait mis également la main sur Gucci, BNP, Crédit Agricole, qui ont récupéré de très grandes banques italiennes. Il a fallu le forcing des autorités italiennes pour empêcher Groupama de récupérer un gros assureur italien. Donc il y a toute une série. Et l'inverse n'existe pas. Et pour les Italiens, c'est l'impression suivante selon laquelle on est en train de mettre la main sur l'économie italienne. Et nous avons le même problème, nous avons eu le même problème il y a quelques années avec les Belges, lorsque GDF a mis la main aussi sur le premier producteur d'énergie belge, où les Belges ont dit, bon alors, l'énergie maintenant, elle est totalement française. Dans des pays qui ont des problèmes d'unité nationale, le fait que des joyaux nationaux sont récupérés par des étrangers, ça pose un certain nombre de problèmes strictement politiques. Mais le problème, c'est que nous sommes dans une situation de libre marché à l'intérieur de l'Europe, dont on a vu tout à l'heure un aspect de la question. Et par exemple, l'industriel Lactalis français, qui a vu Yoplait, qu'il convoitait, une entreprise française, se faire récupérer par un Américain, General Mills, a besoin de s'étendre et il a trouvé une proie, c'est
par malade. Alors l'affaire va être effectivement réglée puisque M. Berlusconi a dit non, ce n'est pas une OPA hostile, donc il autorise de fait l'achat par le français de l'italien. Et est-ce que s'il l'autorise, est-ce que peut-être qu'il y a un avantage en lui? Est-ce que ça peut donner lieu à de grands groupes européens, une formation comme ça de grands groupes européens? Alors justement? ça c'est un problème compliqué parce qu'en fait la nationalité européenne pour les entreprises, ça n'existe pas. Vous prenez une entreprise comme Total. Est-ce que c'est une entreprise française? Oui, le siège est à Paris. Mais en fait le premier actionnaire est belge. 80% du chiffre d'affaires se fait à l'étranger. La majorité des actionnaires de Total sont étrangers. Je pourrais dire la même chose, par exemple, pour Lafarge. Est-ce que L'Oréal est français? Oui, bien sûr, puisque c'est la famille Bettencourt. Mais en fait, c'est aussi Nestlé, un Suisse. Donc, Alitalia, dont je parlais à l'instant, est-ce qu'Air France est français? Oui, mais enfin, c'est aussi néerlandais. Donc, il y a une espèce de mix qui s'opère à l'intérieur du système européen qui rend très compliqué le fait de savoir quelle est la nationalité. Mais en réalité, dans la question italienne, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Italiens sont excédentaires sur le commerce avec les Français. C'est-à-dire qu'on se demande qui véritablement... Ça a été rappelé lors du sommet qui est le plus faible dans les deux cas. Donc, savoir qui est le plus fort, qui est le maître du jeu, c'est une affaire de plus en plus compliquée. Merci beaucoup Jean-Louis pour toutes vos précisions et j'ai vu que Madame Brunel et Madame Boundieri vous ont écouté avec attention. Merci mesdames d'être restées avec nous. La suite du 22h avec tout de suite, c'est le tour de l'info. On regarde ensemble tout ce qui s'est passé dans le monde et en France. Depuis ce matin, 159 000 lycéens d'Île-de-France ont accès à un pass contraception. Il s'agit d'un chéquier de coupons distribué par l'infirmière scolaire de façon anonyme qui donne accès à des consultations médicales gratuites et à la délivrance de contraceptifs. L'initiative, financée par la région, est destinée à faire reculer le nombre d'avortements et de grossesses non désirées chez les mineurs. Le ministère de l'Éducation, qui s'était pourtant opposé à un projet similaire de Ségolène Royal en Poitou-Charentes, a cette fois donné son accord à la distribution. Un impôt minimal pour les entreprises, c'est la proposition du sénateur socialiste François Rebsamen. L'objectif, empêcher que des sociétés n'échappent à l'impôt grâce à certains dispositifs fiscaux. Total, par exemple, ne déboursera rien cette année malgré un bénéfice mondial de plus de 8 milliards d'euros. C'est typique aujourd'hui de ce système fiscal français qui est vérolé, qui est une véritable passoire avec toutes les niches qui ont été mises en place. Donc on veut supprimer ces niches et le meilleur moyen, c'est de dire... tout le monde paiera au minimum 16,5. C'est pas un taux très élevé, c'est un taux moins élevé que le taux moyen européen, puisque le taux moyen européen est entre 22 et 23, mais au moins tout le monde paiera 16,5. Le manque à gagner pour l'État s'élèverait à 10 milliards d'euros. La proposition sera débattue jeudi au Sénat. Jean-Pierre Chevènement prépare le terrain pour 2012. Le sénateur MRC n'a pas officiellement annoncé sa candidature, mais il prend les devants. Son parti vient d'écrire à 600 élus de France, sollicitant des promesses de signature afin d'obtenir les 500 nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. En Libye, la ville de Misrata est toujours l'épicentre des combats. Ce matin, les forces de Kadhafi ont bombardé le port de la ville, dernier lien avec le monde extérieur depuis que les routes ont été coupées. Hier, les rebelles annonçaient avoir repoussé leurs adversaires hors de Misrata, mais celle-ci reste un enjeu clé pour le régime. Les combats ont fait des dizaines de morts depuis vendredi. La communauté internationale hausse le ton contre Damas. L'armée syrienne est entrée à Dera, la ville d'où est partie la contestation mi-mars, et la répression est brutale. L'armée tire sur les habitants. Après les États-Unis hier, c'est au tour de la France de demander une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'usage de la force en Syrie. Et nous allons parler à présent de la situation en Syrie avec notre invité, Denis Siffer. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction de Politis. Je précise l'information qui nous parvient à l'instant puisque le Conseil de sécurité de l'ONU discute en ce moment même d'une déclaration proposée par 4 pays européens qui souhaitent donc condamner la violence contre le régime en Syrie. Est-ce que ça peut être de nature à faire plier le régime de Bachar al-Assad? Je crains que non. Je pense qu'on va vers une simple déclaration dont il va falloir encore analyser la teneur et sans sanction véritable. Je ne pense pas que ça soit de nature à faire reculer le régime. Alors on a vu que hier, Dera, c'est le berceau de la contestation, était pilonné par l'artillerie. On a vu que la frontière a été fermée par la Jordanie. On peut dire que c'est l'option militaire qui a été choisie, clairement? Oui, il semble qu'après quelques jours de tergiversation, parce que c'est des modes de décision qui sont assez complexes, qui n'ont rien à voir avec le gouvernement, mais avec un clan
familiale très, très resserrée de 3 ou 4 personnes. Et il semble que l'option vraiment de la répression à outrance, qui n'est pas sans rappeler ce qu'avait fait le père Hafez el-Assad en 82 à Homa, où il était allé jusqu'à massacrer, je crois, plus de 25 000 personnes, c'est-à-dire presque le 10e de la population d'une ville. Et je pense que donc, le régime se lance un peu dans cet héritage funeste. Mais la situation internationale est tout à fait différente aussi. C'est-à-dire c'est-à-dire que, d'une part, il y a les révoltes, les révolutions arabes. C'est quand même dans ce contexte que la contestation est née en Syrie.